Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la gouvernance économique mondiale. Nous allons donc aborder aujourd'hui le grand 2 dans cette troisième capsule. La gouvernance se fissure face à la crise et à l'accélération de la mondialisation, pardon. Donc en grand A, la fin de la convertibilité du dollar et la dérégulation économique et financière. Donc face aux difficultés rencontrées par les États-Unis, notamment pour deux grandes raisons. Nixon, le président américain, va devoir mettre fin à la convertibilité du dollar et donc laisser toutes les monnaies flotter et ne plus avoir de garantie face à un métal précieux. Alors quelles sont ces difficultés? Elles sont de deux ordres. Il y a d'abord les difficultés intérieures, internes aux États-Unis, c'est le déficit budgétaire américain qui explose avec la durée et la longueur de la guerre du Vietnam. Le résultat, c'est que la masse de monnaie émise augmente de façon dangereuse et le dollar se déprécie par rapport aux autres monnaies. C'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est la fin des Trente Glorieuses et en 1973, le choc pétrolier qui fait que le pétrole augmente, sa valeur augmente brusquement et par effet de contagion augmente tous les coûts des entreprises et précipite la crise économique et le chômage, met en difficulté la première puissance mondiale. Le résultat donc est la fin de cette convertibilité qui au moment où Nixon l'annonce est temporaire, mais en fait aucun président ne reviendra à la convertibilité du dollar en or. Donc, face à la dépression économique, ce qu'on appelle le plus communément la crise économique, les États vont avoir assez souvent une réponse ultralibérale, et notamment deux États, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni. Donc, le président Reagan, dans les années 80 aux États-Unis, et la première ministre anglaise Thatcher vont lancer ce mouvement ultralibéral de remise en cause de l'État-providence et de la libéralisation et de l'économie et la réduction du rôle de l'État. Alors, ça passe par au moins quatre éléments. Premier élément, donc, c'est la libéralisation du secteur financier et la libre circulation des capitaux. L'idée, à l'origine, c'était de faciliter cette circulation pour que il y ait des investissements dans l'économie réelle et donc que l'économie repart. Mais très rapidement, cette libéralisation a favorisé en fait la spéculation et la globalisation du secteur financier dont on ressent encore les effets aujourd'hui. Deuxième élément, pardon, c'est la privatisation des entreprises publiques. Reagan et Thatcher considèrent que l'État n'a pas de rôle à avoir dans l'économie, en tout cas pas directement, et qu'il ne doit pas posséder ou gérer des entreprises. Et donc tout le secteur minier énergétique passe du secteur public au secteur privé. Troisième élément de cette politique ou de cette réponse ultralibérale, c'est la déréglementation. Reagan, Thatcher et les ultralibéraux et même les libéraux considèrent que la réglementation est une entrave à la libre circulation et au libre-échange et qu'il faut réduire au maximum la réglementation, ce qu'ils appellent aussi la bureaucratie. Dernier élément, c'est la conception de l'autorégulation par le marché. C'est-à-dire que c'est la loi de l'offre et de la demande qui doit permettre de réguler euh, l'ensemble de l'activité économique. Qu'il n'y a pas de régulation en dehors de la loi du marché, et en tout cas si elle existe, elle n'est pas efficace. Et donc euh, la Banque centrale et les agences de notation sont les mieux à même de participer à cette règle, à cette autorégulation du marché, et plus les États qui n'ont pas à avoir de politique monétaire, par exemple. Et donc, on a une adaptation en grand B de la gouvernance économique mondiale à ces nouvelles conditions.
On peut voir un premier point, c'est que le rôle du FMI évolue. Il nous joue plus seulement le rôle de bailleur de fonds, de prêteur en dernier ressort, mais il impose aussi aux États qui sont aidés ce qu'on appelle des plans d'ajustement structurel. Et ces plans d'ajustement structurel, ils sont basés sur des principes libéraux, c'est-à-dire la remise en cause de l'État-providence, la remise en cause de l'intervention de l'État dans l'économie. Donc tout ce qu'on vient de voir précédemment, le FMI le fait appliquer aux États qui réclament son aide financière. Deuxième élément, c'est à côté du FMI, à côté de la Banque mondiale, apparaissent des groupes de pays, le G7, le G8, le G20. Ce sont des conférences qui regroupent au départ 7 pays à partir de 1976, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada. Et le G8, c'est avec la Russie, et c'est seulement de 1998 à 2014. Et le G20, c'est l'extension aux pays émergents à partir de la crise de 2008. Et quel est le rôle de ce groupe? C'est donner des orientations et trouver des solutions aux problèmes économiques rencontrés dans le cadre de la mondialisation. C'est des efforts de coordination qui ont des résultats limités. Enfin, troisième élément de l'adaptation, c'est la prise en compte de nouveaux acteurs comme les firmes transnationales qui pèsent quelquefois plus lourd que certains États et qui ont des moyens de pression sur l'économie, la mondialisation et les États qui est non négligeable. Et enfin, l'action aussi des organisations non gouvernementales qui tentent de réguler, qui tentent de faire pression pour limiter les effets négatifs de la mondialisation.